Merci. Bon, eh bien, re-bienvenue à toutes et toutes. On est, plus d'une centaine, ce soir pour cette deuxième partie, de la formation, sur, la transphobie, et sur, les droits des personnes trans. Donc, moi je suis Maude, je suis, membre du collectif, Toutes des femmes, qui est un collectif qui travaille, depuis, 2020, sur, la montée de la transphobie, dans l'espace médiatique et politique, en France, et sur le lien avec, les mouvements féministes, mainstream, qui sont pas forcément issus, des questions LGBT, pour, justement, travailler, sur des outils, sur, des arguments, pour permettre de lutter contre la transphobie, et dans les milieux féministes, et aussi face, à la droite et l'extrême droite, puisque, ce sont aussi, enfin, c'est aujourd'hui les principales, porteurs, de l'idéologie transphobe, en France. Hem, donc, vous avez ce soir, 4, modératrices, qui sont membres, de Toutes des femmes: Alix, Daisy, Margot et Rachel, et Sophie qui est membre, de Nous Toutes. La manière dont ça va se dérouler, aujourd'hui, c'est qu'on va, aborder, l'état actuel et l'histoire de la loi notamment, pour parler des discriminations et des violences institutionnelles, auxquelles font face les personnes trans. On va pas aborder ce qu'on a vu dans la partie 1, ou que vous pouvez aller revoir, sur la chaîne YouTube de Nous Toutes, si vous n'avez pas, suivi la partie 1, qui était, comment respecter, comment se comporter, au quotidien pour lutter contre la transphobie dans son entourage, dans ses cercles amicaux, et avec les personnes trans, qu'on fréquente ou qu'on peut rencontrer, dans la vie. Tout ça, les questions de définition aussi, de ce que c'est que la transidentité, ce que c'est qu'une femme trans, un homme trans, et cetera, c'est dans la partie 1. Donc je vais supposer que, vous savez, de quoi on parle. Si vraiment à un moment il y a des grosses incompréhensions de plusieurs personnes, j'essaierai de repréciser. Je vais de toute façon, essayer de rester la plus compréhensible possible. Mais, voilà, si vous avez des questions là-dessus, a priori tout est dans la partie 1, on a vraiment couvert, beaucoup de choses. Là, on va aborder vraiment les violences, les discriminations, la loi, autour de 3 thématiques. Premièrement, l'accès aux soins. Deuxièmement, les dynamiques de précarisation, et de discrimination, que subissent les personnes trans, et la question de la reconnaissance administrative, qui est centrale, dans le cadre juridique, auquel font face les personnes trans aujourd'hui en France. Ces 3 thématiques qui vont être mêlées, c'est pas 3 parties de la formation, parce que en fait, ces dynamiques de discrimination, elles sont liées aux questions de reconnaissance administrative notamment, et qu'on ne peut pas les traiter séparément. Vous pouvez tout au long de la formation poser des questions en envoyant un message privé à Rachel, heu, qui, me les transmettra. Soit si c'est des questions qui, traitent directement du point dont je suis en train de parler et qui demandent une précision, j'y répondrai sur le moment. Soit si c'est des questions plus générales, qui demandent d'aller plus loin, que le sujet que je suis en train de traiter, Rachel en fera une synthèse, et me les enverra à la fin. Et à la fin, on prendra, une vingtaine de minutes, pour, répondre aux questions. Normalement, là, la présentation devrait durer, entre, 30 et 45 minutes. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à, un peu plus de vers 21h-21h30 quoi, plutôt 21h30. Voilà, merci d'être là. On va commencer. Hem Par, le gros sujet, pour les personnes trans, le sujet aussi le plus politique, parce que,
il est question d'argent et de moyens et de services publics, qui est le sujet de l'accès aux soins. Hem, L'accès aux soins pour les personnes trans, heu, il est vital, et on parle en fait de 2 grands types de soins. D'une part, les soins de transition, donc on en a parlé dans la partie 1, c'est tout un tas de choses que je vais préciser, hein, de toute façon, mais qui permettent aux personnes de vivre confortablement dans leur genre et d'éviter de nombreuses discriminations aussi en leur permettant de ne pas paraître comme trans forcément dans l'espace public. Hem Et d'un autre côté, évidemment il y a aussi la question des soins pour tout ce qui n'a pas trait à la transidentité, pour les mêmes soins en fait que tout le monde dont tout le monde peut avoir besoin pour les maladies du quotidien, pour les maladies plus graves. Mais qui est une question assez importante parce que on va le voir, la discrimination et la précarisation exposent les personnes trans évidemment à plus de maladies que le reste de la population. Donc voilà, ces soins, ils sont vitaux mais en fait, ils sont difficiles d'accès quand on parle des soins de transition. Alors pourquoi? Être trans occasionne dans l'accès à la santé et dans l'accès aux soins des discriminations qui ne sont pas négligeables et qui ont un impact sur la santé des personnes. Hem, Quels sont les soins dont on parle quand on parle des soins de transition? Hem, un des plus courants c'est l'hormonothérapie. Donc c'est le fait de prendre des œstrogènes, de la testostérone ou d'autres hormones. Mais bon, c'est principalement des œstrogènes pour les femmes trans et de la testostérone pour les hommes trans, ou des bloqueurs d'hormones, c'est-à-dire par exemple des femmes trans qui vont prendre des bloqueurs de testostérone pour que le corps développe ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire tout ce qui est généralement associé à ce qu'on définit médicalement comme étant un sexe ou l'autre, et qui n'est pas de l'ordre de la génitalité. Donc c'est la pilosité, la poitrine, hem, le fait de prendre des œstrogènes ou de la testostérone va avoir aussi un impact sur la manière dont se répartissent les graisses dans le corps, va changer la silhouette. Donc tout ça, c'est des médicaments qui peuvent aider les personnes trans à se sentir mieux dans le genre dans lequel elles vivent mais aussi et parfois surtout à faire reconnaître dans l'espace public et dans l'espace privé, en tout cas auprès des gens avec qui elles interagissent le genre dans lequel elles vivent puisque leur corps va correspondre plus à l'image et aux perceptions qu'on se fait de ce qu'est l'un ou l'autre des genres. Hem, donc c'est des médicaments, il faut bien en avoir conscience, qui ne sont jamais conçus pour les personnes trans. Les oestrogènes que prennent les femmes trans sont pour la plupart des oestrogènes qui ont été conçus au départ pour le traitement de la ménopause, par exemple. C'est des traitements hormono-substitutifs pour la ménopause. La testostérone, c'est des médicaments qui ont été prévus pour les hommes pour les hommes cis, genre qui ont des déficits de testostérone. Il n'y a aucun médicament qui a été conçu pour les personnes trans et il n'y a aucun médicament quasiment pour lesquels on a des études cliniques et des recherches qui ont été faites sur les personnes trans. Mais on a de fait un recul pratique dans la communauté trans des effets des différents médicaments et aussi dans les communautés de médecins qui ont pour patientes et patients des personnes trans. Deuxième type de soins très courant après les hormonothérapies, c'est les chirurgies. C'est ce qui est médiatiquement souvent le plus connu, c'est ce qui dans l'imaginaire populaire est le plus présent. C'est pas forcément des soins que font tout le monde, hein, comme les hormonothérapies, c'est pas forcément des soins que font tout le monde. Mais donc les chirurgies classiques, hein, c'est les vaginoplasties pour les femmes trans, les mastectomies qui l'ablation des seins pour les hommes trans, les mammoplasties, les orchidectomies, c'est l'ablation des testicules, ce qui permet de supprimer la production de testostérone.
Donc voilà, hormonothérapie, chirurgie, c'est les gros soins dans les parcours de transition. Et sinon, on a aussi d'autres choses qui peuvent être très variées selon les parcours de transition. Quelque chose qui revient souvent, par exemple, c'est l'orthophonie, qui permet de mieux poser sa voix pour qu'elle corresponde plus aux normes de son sexe et de moins se faire mégenrer dans l'espace public. Ou très couramment aussi, et c'est une question assez d'actualité, on le verra autour de la PMA, la conservation des gamètes, qui permet aux personnes qui soit entament une hormonothérapie qui bien souvent va être stérilisante, ou une chirurgie qui, pour le coup, si c'est une vaginoplastie, par exemple à coup sûr, permet aux personnes de conserver leurs gamètes pour éventuellement effectuer une PMA plus tard si elles ont envie d'avoir des enfants. Il faut bien avoir conscience que tous ces soins, c'est des besoins pour les personnes trans qui en font la demande. C'est absolument pas des soins de confort. On parle souvent du fait que les personnes trans ont des plus importants risques de suicide que le reste de la population. Le meilleur moyen de prévenir le risque suicidaire, pour le coup, ça c'est étudié, c'est attesté, c'est l'accès aux soins pour les personnes trans. Tout ce qui peut être accompagnement psychologique pour alléger la dysphorie de genre, et cetera. Bon, c'est des choses qui, bien évidemment, peuvent aider, mais à condition que parallèlement, il y ait un accès aux soins de transition que souhaitent faire les personnes dans leur parcours de transition, parce que c'est la seule chose qui, à long terme, souvent se révèle efficace. Et c'est donc criminel d'empêcher des personnes trans d'y accéder quand on a les moyens de mettre en place ces soins. Essayer de convaincre une personne qu'elle n'a pas besoin de ces soins, essayer de convaincre une personne qu'elle n'a pas besoin de chirurgie, qu'elle n'a pas besoin d'hormonothérapie, et que par exemple un suivi psy, elle pourrait s'accommoder de son corps alors qu'on a les moyens médicaux pour le modifier. Ben, essayer de la convaincre de ne pas le faire, ça s'appelle une thérapie de conversion, ce qui est aujourd'hui interdit par la loi depuis pas très longtemps. Et les thérapies de conversion, aussi bien sur les personnes trans que, on le sait aussi, sur les personnes homosexuelles, c'est des choses qui conduisent très souvent à une augmentation énorme du risque suicidaire. Il faut ces soins pour transitionner, les personnes en ont besoin, et on peut absolument pas argumenter autrement que quand on est sérieux, que dans le sens de c'est des soins qui sont évidemment vitaux. Néanmoins, ces soins sont très difficiles d'accès, pour plein de raisons, mais notamment en France, du fait d'une histoire très particulière de la prise en charge des personnes trans, qui n'est pas la même dans tous les pays, qui est une prise en charge médicale très tôt confisquée en fait par des médecins sans aucune consultation des personnes trans, qui, qui n'ont pas toujours été les plus bienveillants avec les personnes trans. Dans les années 80, donc, il y a des médecins hospitaliers qui ont construit ce qui s'appelait la Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme, donc ce que résumé très souvent dans les milieux trans par le sigle SOFECT. Et cette Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme, elle a imposé un monopole sur la prise en charge des personnes trans. C'est-à-dire que elle a imposé auprès de l'État et dans le système de santé ce monopole, et on avait notamment une circulaire du ministère de la Santé, une circulaire envoyée aux caisses d'assurance maladie, qui n'autorisait le remboursement des soins pour les personnes trans que si ces soins avaient été faits dans le cadre de la Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme, donc c'est-à-dire de ce groupe de médecins qui s'était arrogé le monopole du traitement des personnes trans. Ce groupe de médecins constituait aussi du coup les seuls interlocuteurs de l'État sur la question de la transidentité, qui du coup n'était conçue que comme une pathologie. Et les associations de personnes trans et les premières concernées n'ont jamais eu voix au chapitre pendant des années.
Cette circulaire, elle a été déclarée illégale en 2004, donc ça veut dire que pendant 25 ans, on a eu un, un traitement illégal des personnes trans en France. Elle a été déclarée illégale en 2004 par la Cour de cassation sur la base du fait que le libre choix du praticien, donc le libre choix de son médecin, en France est un droit normalement garanti à tous les patients. Et donc on doit pouvoir choisir quand on est une personne trans, mais quand on est n'importe quelle personne, quel médecin auprès de quel médecin on souhaite être accompagné. Ces équipes de la SOFECT, elles étaient notoirement maltraitantes et misogynes et transphobes. Elles avaient tout un tas de pratiques, notamment une pratique très courante qui était une pratique de retard volontaire dans l'accès aux soins, c'est-à-dire que des personnes qui étaient certaines de vouloir transitionner, qui étaient certaines par exemple de vouloir prendre des hormones, on leur imposait par exemple de vivre 1 ou 2 ans dans l'apparence vestimentaire du genre dans lequel elles souhaitaient vivre, mais sans leur permettre les soins qui permettaient que leur corps corresponde plus aux, aux normes de genre dans lesquelles elles souhaitaient vivre. Et donc ça a exposé forcément des personnes à beaucoup de discrimination, puisque vous êtes une personne dont le corps va être extérieurement perçu comme un corps masculin, mais vous mettez des jupes, vous vous exposez à beaucoup plus de transphobie que si vous passez, c'est-à-dire que votre corps est perçu comme féminin, et donc que vous êtes perçu comme femme sans ambiguïté. Et donc on imposait aux personnes de vivre dans ces situations où elles n'avaient pas accès aux soins qui leur permettaient de se protéger en partie de la transphobie, mais on leur imposait en même temps de mettre les vêtements du genre dans lequel elles souhaitaient transitionner, sinon on leur donnait pas l'accès aux soins. On les obligeait, si vous voulez, à ce qu'on appelait une expérience de vie réelle, qui était évidemment très violente, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, par exemple, qui choisissent de progressivement modifier leur expression de genre, les vêtements qu'elles mettent, et cetera, à mesure aussi que leur corps se transforme et que ça leur permet, du coup de moins s'exposer à la transphobie en étant visiblement trans. Voilà, ces retards volontaires dans l'accès aux soins, tout un tas de conditions dans l'accès aux soins, notamment aussi c'était très difficile pour les femmes trans qui étaient mariées d'accéder aux soins si elles ne divorçaient pas. Et il était très difficile de toute façon. On a beaucoup de témoignages sur toutes femmes trans, hein, mais il était très difficile aussi pour les femmes trans d'accéder aux soins si elles étaient lesbiennes, puisqu'on considérait qu'une femme, une vraie femme devait aider les hommes, donc une femme trans lesbienne, c'était complètement inenvisageable pour les équipes de la SOFACT. Donc il y avait tout un tas de tri dans l'accès aux soins selon des critères discriminatoires, et surtout historiquement des équipes de médecins qui considéraient la transidentité comme une maladie psychiatrique. On a des écrits de l'époque qui sont absolument hallucinants. C'est du niveau des écrits et des théories sur l'hystérie des femmes qui proviendraient de leurs utérus. Enfin, vraiment, c'est le Moyen-Âge, quoi. Une des raisons de ça, en France, c'est la lourde influence réactionnaire de la psychanalyse, hein, qui peut bien entendu être exercée de manière progressiste, mais qui, en France, est quand même un courant qui très souvent participe du renforcement de tout un tas d'idéologies sur la binarité homme-femme, qui évidemment ne sont pas très favorables à la transidentité. Et on voit aujourd'hui qu'une partie du mouvement psychanalyse français est d'ailleurs à la pointe de la réaction transphobe encore aujourd'hui, hein, avec Caroline Eliachev par exemple, avec tout un tas de psychanalystes qui s'élèvent contre l'idéologie du genre et qui sont déjà d'ailleurs battus contre le mariage pour tous et le Pax. Et donc, cette histoire de la médecine en France, c'est pas pareil dans tous les autres pays. Il y a d'autres pays où ça s'est beaucoup mieux passé. En Australie, par exemple, on a eu des cliniques accompagnant les personnes trans dès les années 70 qui étaient présidées par des personnes trans. Et donc une histoire de la prise en charge des personnes trans qui est radicalement différente de ce qu'elle est en France.
où en fait, en France, c'est petit à petit du coup les personnes trans qui, après avoir réussi à échapper au monopole de la SOFACT, ont en relation avec des médecins des médecins libéraux, pu construire des parcours d'accès aux soins qu'elles composent elles-mêmes, en se passant des numéros de médecins un peu plus progressistes, qui acceptent de les accompagner. Donc voilà, depuis les années 80, il y a cette offre en médecine libérale qui s'est développée. La pression des associations a quand même fait que petit à petit, les équipes hospitalières changent. La SOFECT a changé 4 fois de nom ces dernières années et, et veut vraiment faire oublier son passé. Et de fait, sa présidence a un peu changé et les pratiques évoluent. C'est toujours pas les interlocuteurs préférés des associations de patients et de patientes trans, mais les pratiques ne sont pas aussi graves que ce qu'elles étaient dans les années 80 et surtout elles sont très variables d'une ville à l'autre et d'un hôpital à l'autre et d'une équipe hospitalière à l'autre. Néanmoins, les politiques publiques héritent de cette histoire transphobe et de monopole des médecins sur la question de la santé sans aucune place donnée aux patients. On a notamment des recommandations officielles de prise en charge des personnes trans de la Haute Autorité de Santé qui datent de 2009 qui sont complètement obsolètes et vraiment très en retard sur les recommandations officielles mondiales, par exemple. Ne serait-ce que l'Association mondiale de médecins de prise en charge de la transidentité est bien plus progressiste que les associations françaises, et encore, alors même que c'est que des médecins. Il arrive toujours qu'on demande des certificats psychiatriques pour l'assurance maladie pour certains remboursements. Pour obtenir le remboursement d'opération, c'est encore très compliqué. Il faut les accords de 3 médecins, etc. Quand bien même les personnes trans sont sûres d'en avoir besoin. Il y a des évaluations psychiatriques à différents endroits. Voilà, tout ça est en train de bouger. Les recommandations officielles, notamment, elles sont en train d'être mises à jour, mais ça va très lentement et il n'est pas sûr même qu'après les mises à jour, on soit au niveau des standards qui existent dans certains autres pays. Même si ces soins deviennent plus faciles d'accès et que les équipes hospitalières évoluent, de toute façon, un gros problème des accès aux soins, ça reste évidemment le coût. En France, on a la Sécu, ce qui est une très bonne chose, mais ça ne résout pas tout, notamment parce que la plupart des opérations sont très très mal remboursées. Je ne sais pas si vous savez, quand on fait une opération, on est remboursé sur la base d'un tarif Sécu qui est le tarif que la Sécu estime être le tarif normal pour l'opération. Il y a certaines opérations effectuées par les personnes trans, notamment la vaginoplastie, pour lequel le tarif officiel de la Sécu, c'est 0 €. Voilà, des fois on rajoute le fait qu'il y a une greffe de peau pour espérer obtenir quelques centaines d'euros de remboursement, mais en réalité le coût c'est bien souvent plusieurs milliers d'euros, les dépassements d'honoraires sont quasi systématiques, et à moins justement de passer par des équipes hospitalières où on est 100% pris en charge parce que l'opération a lieu à l'hôpital public, mais où en fait on a des délais d'attente de plusieurs années, et ce qui parfois est juste pas tolérable pour les personnes qui font face à des risques de suicide si elles ne sont pas opérées rapidement, hein. C'est souvent des questions vitales. Et ben, un parcours de transition qui prend pas des années, aujourd'hui ça coûte des milliers d'euros si on veut faire plusieurs opérations. Les médicaments sont aussi souvent très mal remboursés parce que du fait qu'ils n'ont pas été conçus pour les personnes trans, ils sont prescrits ce qu'on appelle hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire hors du cadre pour lequel ils ont été prévus, et la Sécu peut faire des difficultés pour les rembourser dans ces situations. Et là encore, on parle de médicaments légaux, c'est-à-dire du fait des pénuries, du fait de l'absence, du fait du retrait du marché de certains médicaments. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple des patchs hormonaux qui ne sont plus disponibles depuis quelques années, les injections qui ne sont plus disponibles en France, les injections d'œstrogènes qui ne sont plus disponibles en France sur le marché légal. Il y a aussi des personnes trans qui utilisent des hormones achetées
le marché noir, hein, puisque c'est la seule manière pour elles de se fournir. Et donc là aussi, ça a un coût qui rentre, qui rentre dans le coût de la transition pour les personnes trans et qui n'est pas remboursé. Et les personnes trans, en particulier les femmes trans, sont déjà parmi les plus précaires et les plus discriminées sur le marché de l'emploi. Donc vous vous rendez bien compte que quand on a été soit viré de chez ses parents, soit viré de son travail, qu'on galère à trouver un boulot, qu'on galère à trouver un logement parce qu'on est discriminé et qu'on a 10 000 euros à payer en 2 ans pour sa transition, on peut être dans des situations vraiment très 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 compliquées. C'est pour ça peut-être que vous voyez de temps en temps sur les réseaux sociaux des cagnottes de personnes trans qui passent, qui essaient de récolter des sous pour payer pour leurs opérations. Et cette précarisation et ces coûts très importants, c'est pas anodin, par exemple, dans le fait que le travail du sexe est une option souvent choisie parmi les rares options disponibles par beaucoup de femmes trans, à la fois pour payer leur transition, mais aussi simplement pour vivre. Il y a un enjeu de santé assez important aussi pour les femmes trans, dont on parle plus trop de nos jours, mais qui est important en fait pour les populations les plus concernées, qui est le VIH, le VIH/SIDA. Les femmes trans font partie de ce qu'on appelle les 4 populations clés les plus touchées par le VIH. Les populations clés, c'est les populations chez qui la prévalence du VIH est plus importante que dans le reste de la population. C'est donc les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les personnes usagères de drogue, les travailleuses du sexe, les femmes trans, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4 alors que c'est 5, aussi les personnes migrantes d'Afrique subsaharienne. Les femmes trans sont à l'intersection aussi d'autres populations clés, notamment migrantes et travailleuses du sexe, sont aujourd'hui, et la précarité et les discriminations en rajoutent et forcément favorisent l'épidémie. C'est important parce que déjà aujourd'hui, je ne vais pas faire une formation aujourd'hui sur le VIH, mais il faut savoir qu'on a les moyens médicaux de mettre fin au VIH aujourd'hui. En fait, si on dépiste assez et qu'il y a assez de prévention, même si on n'a pas de vaccin, le virus ne circule pas assez pour que l'épidémie perdure. Si vous voulez, si un virus ne se transmet pas, au bout d'un moment, une épidémie, elle disparaît. Donc voilà, on aurait les moyens politiques de mettre fin au VIH, qui touche particulièrement les femmes trans, et ça n'est pas fait aujourd'hui, c'est une question de moyens. Mais c'est important parce qu'une partie du milieu associatif trans, et notamment des femmes trans, c'est historiquement construit autour de la question du VIH dans la communauté, ou en tout cas en prenant en compte la question du VIH comme une question majeure. C'est notamment le cas d'Accept ST, qui est très impliqué dans le militantisme contre le sida. Et donc c'est assez important politiquement dans la communauté trans. Que faire du coup pour, face à toutes ces questions, pour favoriser l'accès aux soins des personnes trans? Plein de mesures en vrac. La première, très importante, c'est plus de démocratie sanitaire, remettre les patients au centre et les laisser définir des protocoles de soins qui leur sont adaptés. Là, aujourd'hui, il va y avoir des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais les patients et les patientes ont une place finalement assez faible face aux médecins dans la définition des soins, dont pourtant elles savent mieux que quiconque de quoi elles ont besoin. Et donc c'est important de laisser les personnes trans prendre en charge le plus possible de la définition de leurs parcours médicaux de transition pour à la fois pour faciliter l'accès aux soins, mais aussi pour diminuer la violence qu'il peut y avoir et les discriminations qu'il peut y avoir dans cet accès aux soins. Le remboursement de ces soins, rembourser à 100% les soins sans avoir forcément besoin de passer par une ALD, une meilleure sécu, et surtout revoir les grilles tarifaires de la sécurité sociale qui ont aujourd'hui aucun rapport avec les tarifs réels, changerait beaucoup de choses dans les parcours de transition et dans les parcours de précarisation. Ça permettrait à plein de femmes trans de ne pas tomber dans la précarité
du fait qu'elles doivent mettre de côté énormément d'argent pour des opérations, par exemple. Un meilleur système de santé, et notamment un hôpital public bien financé, qui pourrait permettre que plus d'opérations aient lieu dans le public, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'opérations ont lieu dans le privé avec des énormes dépassements d'honoraires, alors que quand elles ont lieu dans le public, elles peuvent être remboursées et prises en charge. Aujourd'hui, il y a plein d'opérations qui ont lieu en clinique, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de plateaux et de salles pour opérer les gens dans les hôpitaux publics. Une meilleure formation des médecins, normaliser la formation à la prise en charge de la transidentité pour les généralistes notamment, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes trans qui ne sont pas forcément en contact avec les assos, qui se posent des questions au début de parcours de transition et qui ne savent pas à qui s'adresser, et qui, si elles n'ont pas les bons contacts, savent pas par où commencer. Et c'est important qu'au moins les médecins aient les éléments de base pour orienter les personnes trans, voire pour faire des primo-prescriptions d'hormones, puisqu'aujourd'hui, c'est quasiment que les endocrinologues qui prescrivent des hormones, alors même que les généralistes ont le droit de le faire, mais simplement ils ne sont pas formés. Donc ils refusent souvent de le faire, alors que c'est très simple et c'est généralement sans danger, je veux dire, à part pour des personnes qui sont à risque, mais ça, les médecins le savent très bien, ils prescrivent régulièrement la pilule, c'est des hormones, hein, c'est à peu près les mêmes risques. Les hormones, à part le risque de transitionner, mais qui est généralement ce que souhaitent les personnes, c'est des médicaments qui sont très peu risqués et qui peuvent être parfaitement prescrits par des généralistes. Et enfin, sur les médicaments, prendre en compte les personnes trans comme usagères des médicaments hormonaux, à la fois dans les études, dans dans les autorisations de mise sur le marché, dans la conception des médicaments et dans leur remboursement. Ça permettrait de changer beaucoup de choses pour les personnes trans, pouvoir prévenir les pénuries aussi, puisque c'est des médicaments vitaux et on le mesure souvent pas assez aujourd'hui. Voilà, on a fini un peu ce chapitre santé. Je vais faire une pause de 30 secondes pour boire de l'eau. En attendant, je vous laisse poser des questions à Rachel, me dire si vous arrivez à suivre. Est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce qu'il n'y a pas assez de détails? Voilà, je vous laisse me préciser dans le chat, me rassurer aussi. Voilà. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. J'ai reçu encore aucune question de Rachel pour l'instant. Pour rappel, hein, Rachel, elle est en haut. Vous lui envoyez les questions en DM. Il n'y en a pas. Ok, bah, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Hein. Ah, j'ai mal à la gorge. Hop, allez, après la santé. Non, j'ai appuyé sur la mauvaise flèche. Voilà. Oh bah non, en fait, c'était pas fini la santé. Pardon, j'avais oublié cette slide. Sur la question de la santé, il y a un front un peu important. Bertrand, envoie ta question en message privé à Rachel. Elle me la transmettra. Il y a un front un peu important sur la question de la santé, qui est la question des enfants trans, qui est très instrumentalisé par les transphobes aujourd'hui, qui, comme ils ont utilisé les enfants comme argument contre le mariage pour tous, comme ils ont utilisé les enfants comme argument contre l'éducation à la sexualité à l'école, ils utilisent la question des enfants contre, en réalité, la transition et l'accès aux soins de transition en général, en disant qu'on fait transitionner des enfants très jeunes, que c'est très grave, irréversible et très dangereux, alors que c'est probablement pas ce qu'ils souhaitent, etc. Première chose, les médicaments qu'on donne aux enfants sont tous 100% réversibles. C'est-à-dire que de toute façon, avant la puberté, il n'y a jamais de soins médicaux pour des personnes trans, pour des enfants trans, je veux dire. Enfin, pour des personnes, les enfants sont des personnes. Et, donc, on va, par exemple, au contraire, permettre à l'enfant de changer de prénom, de changer de vêtements s'il en a envie, mais de toute façon, avant la puberté, il y a besoin jamais d'aucun soin. Donc, tout est 100% réversible. L'enfant, il change de prénom s'il a envie, et puis si le lendemain, il a envie de revenir à son précédent prénom parce qu'en fait, il voulait pas transitionner, et ben, il revient à son précédent prénom. Et au contraire, j'ai envie de dire,
c'est mieux de laisser un enfant à un âge où de toute façon il n'y a pas de soins expérimentés, si justement on dit que c'est pas sûr et qu'on ne devrait pas faire les choses trop rapidement pour les enfants. La meilleure manière de savoir si un enfant est vraiment trans, c'est de le laisser expérimenter et de voir comment il se sent et qu'il puisse dire ok, c'était ça que je voulais, ou ah non, peut-être je me suis fait des idées. Donc voilà, pas de médicaments avant la puberté. Après la puberté, les seuls médicaments qu'on va donner aux enfants, c'est ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. C'est-à-dire, encore une fois, là, c'est pour permettre d'expérimenter, donner le temps de choisir. C'est-à-dire que des enfants qui vont avoir avec la puberté de la testostérone ou des oestrogènes et de la progestérone qui vont se développer dans leur corps, et donc du coup des seins qui vont se développer ou des poils qui vont se développer, on va leur donner des bloqueurs de puberté qui vont simplement retarder le développement de ses seins, le développement de ses poils, pour que si effectivement ils souhaitent transitionner à, après, et ben l'enfant puisse le faire sans avoir à passer par du laser, à passer par une mammectomie pour enlever ses seins qu'il ne souhaite pas avoir, ou enlever ses poils qu'elle ne souhaite pas avoir. Et puis si finalement il ne souhaite pas transitionner, on arrête les bloqueurs et pouf, la puberté se fait comme elle se serait faite naturellement. Donc voilà, tous ces médicaments sont 100% réversibles et pas dangereux. On ne pratique quasiment pas d'opérations sur des mineurs. Les seules opérations qu'on pratique, c'est très exceptionnel. C'est des ablations des seins sur des jeunes hommes trans qui sont très sur d'eux et pour qui la dysphorie est vraiment intense et souvent avec un risque suicidaire. Et puis surtout, en fait, il faut avoir en tête qu'un enfant sait très bien ce qu'il veut et que forcer même un enfant très jeune, une petite fille trans à vivre comme garçon alors qu'elle souhaite vivre comme petite fille, c'est tout aussi cruel que de forcer un petit garçon cisgenre qui n'est pas trans à vivre comme une fille alors qu'il ne le veut pas. Forcer quelqu'un à vivre dans un genre qui n'est pas le sien, c'est aussi cruel quand il est trans que quand il est cis. Et donc, il n'y a pas de raison d'empêcher les enfants de vivre dans le genre dans lequel ils souhaitent. Les enfants ne savent pas faire plein de choses, mais par contre, savoir ce qui leur fait plaisir et ce qui leur fait pas plaisir, ils le savent très bien et généralement, ils sont assez doués pour le faire entendre. Transitionner sauve des vies, transitionner sauve des ados, transitionner sauve des jeunes enfants de dépression intense. Et donc, ces soins sont tout aussi importants pour les enfants que pour les adultes trans. Et donc, il y a une offensive réactionnaire aujourd'hui très forte là-dessus, mais c'est important vraiment de pas laisser la question des enfants de côté. Il y a d'ailleurs une offensive réactionnaire générale sur la question des enfants et sur la question de leur éducation. Je vous invite à voir toutes les tribunes récentes, notamment dans Le Monde, qui promeut les maltraitances, les enfermements dans la chambre, etc., comme méthode d'éducation valable, alors que ce sont bien évidemment des violences. Voilà, on a vraiment fini sur la santé. J'ai une question. Je vais y répondre très simplement. La transidentité n'est pas une maladie, mais les soins sont indispensables. Est-ce que c'est paradoxal? Être enceinte n'est pas une maladie, mais bien souvent nécessite des soins. Ça n'est pas paradoxal. Il y a plein de choses dans la vie qui nécessitent des soins et qui ne sont pas pour autant des maladies. Que la transidentité en fait partie. Donc voilà, c'est tout simple, ça n'est pas paradoxal. Vraiment, il y a souvent besoin de soins dans la vie pour plein d'autres choses que des maladies. On va passer à tout l'aspect hors santé, l'aspect discrimination administrative, accès à l'emploi, au logement. Quelques chiffres. Les violences et les discriminations envers les personnes trans, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'intense, de très présent dans la vie de quasiment toutes les personnes trans. 8 personnes trans sur 10 ont été victimes, donc c'est des chiffres de sources d'ILCRA notamment. Je crois que le premier chiffre, non, le deuxième chiffre, c'est une étude universitaire du milieu des années 2000. Mais tout le reste, c'est la DILCRA, c'est des chiffres de la fin des années 2010.
Donc 8 personnes trans sur 10 ont été victimes de transphobie dans leur vie. Pour plus d'un tiers d'entre elles, plus de 5 fois dans les 12 derniers mois. 9 élèves trans sur 10 ont été insultés à l'école dans leur vie. 1 sur 4 ont même été agressés. Une personne trans sur 3 a déjà perdu son emploi à cause de la transidentité. Donc une personne trans sur 3 a déjà été virée à cause de sa transidentité. Un jeune trans sur 4 a déjà renoncé à une formation du fait de sa transidentité. 40% des personnes trans ont perdu contact avec au moins un membre de leur famille. Il y a des chiffres qui, je me souviens, qui sont sortis récemment, où on demandait aux parents est-ce que vous tolériez que votre enfant soit homosexuel? Est-ce que vous tolériez que votre enfant soit trans? Et il y avait 52% des parents qui affirmaient qu'ils toléreraient que leur enfant soit trans. De l'expérience de beaucoup de personnes trans, c'est probablement un chiffre surestimé. Les réactions sont très très souvent hostiles, ne vont pas forcément jusqu'à la perte de contact, mais vraiment les violences intrafamiliales du fait de la transidentité, aussi bien envers les enfants qu'envers des personnes adultes, sont vraiment quelque chose de très très courant. Quelles sont les responsabilités de la loi, hein, parce que il y a bien évidemment, voilà, la société est transphobe, plein de gens sont transphobes, mais l'État et la loi a vraiment un gros rôle à jouer là-dedans. Une des grandes sources de discrimination, ça provient du fait que souvent les personnes n'ont pas de papiers qui correspondent à leur genre et sont obligées de révéler leur transidentité pour chaque démarche. C'est-à-dire quand on transitionne dans le cadre de son travail, souvent, bah, on se fait virer de son... Enfin, ça arrive, hein, c'est pas la majorité, hein, c'est 1 fois sur 3, mais ça arrive souvent qu'on se fasse virer de son travail. Et puis après, bon voilà, on fait une transition médicale, ou même on fait pas de transition médicale, mais on passe dans le genre dans lequel on vit au quotidien. Donc les personnes sont trans, mais c'est pas écrit sur leur front. Les gens dans la rue ne le savent pas. Et puis hop, on va voir son employeur, on passe l'entretien d'embauche, tout se passe bien. Et puis on remplit ses papiers et là on doit expliquer pourquoi à son employeur pourquoi on a un 1 sur son numéro de sécu alors qu'on est une femme, ou pourquoi on a un 2 sur son numéro de sécu alors qu'on est un homme. On doit photocopier ses papiers pour signer le contrat de travail et le prénom est changé, mais la mention du sexe est encore l'ancienne. Et voilà, en fait, il y a tout un tas, la difficulté de changer son état civil fait qu'il y a tout un tas de situations où, parce qu'on doit montrer ses papiers, on est amené à s'outer, à révéler le fait qu'on est trans, alors que on ne serait pas obligé de le révéler autrement et qu'on serait exposé du coup à beaucoup moins de discrimination. Donc vraiment, la manière hein, dont on change de mention du sexe à l'état civil sur sa carte d'identité aujourd'hui en France, c'est qu'on doit passer par le tribunal. C'est une procédure qui est déjà longue, qui prend plusieurs mois, hein, souvent autour d'1 an. Faut apporter des nombreuses preuves qu'on est traité par ses amis, par sa famille, par des institutions comme son employeur par exemple, par son fournisseur d'électricité, etc., dans le genre qu'on revendique, plein de preuves, et le juge décide si effectivement on est bien un homme ou une femme, et si donc on a le droit de changer son sexe à l'état civil. Mais donc pour avoir le droit d'avoir une mention femme sur sa carte d'identité, il faut avoir vécu publiquement et dans plein de sphères de la vie comme femme depuis au moins 1 an ou 2, et donc pendant 1 an ou 2 avoir été exposé à des discriminations. Donc concrètement, pour avoir le droit d'être un peu moins discriminé, il faut avoir été discriminé pendant 2 ans. On ne peut pas décider de transitionner et au moment où on transitionne socialement et on change de genre dans lequel on vit dans différentes sphères, faire en même temps la mise à jour de son sexe à l'état civil qui permettrait qu'on soit immédiatement moins discriminé. Donc, alors que c'est quelque chose hein, qui peut se faire dans d'autres pays, mais voilà, on nous impose d'avoir vécu ces discriminations pendant un certain temps avant d'avoir enfin le droit de changer d'état civil et d'y être un peu moins exposé, puisque vraiment avoir son sexe à l'état civil sur sa carte d'identité qui correspond au genre dans lequel on vit dans le quotidien, ça permet d'échapper quand même à beaucoup de discrimination
et à ne pas être obligé de révéler qu'on est trans. Donc, ce changement d'état civil plus simple, c'est vraiment une des revendications centrales des associations trans depuis très longtemps. Ce qui est demandé généralement, c'est le changement d'état civil libre et gratuit en mairie, donc la déjudiciarisation, ne plus passer par le tribunal pour changer d'état civil. Simplement, voilà, aller voir l'officier d'état civil et lui dire, voilà, je suis une femme, je voudrais changer ça sur mes papiers, et que l'officier d'état civil dise, oui, d'accord madame, et que ce soit fait et qu'on ait ces papiers dans les semaines, voire dans les jours qui suivent. C'est le cas dans d'autres pays. L'Espagne a modifié sa loi en ce sens récemment, c'est pas aussi simple. L'Argentine a ça dans sa loi depuis très longtemps, ça n'a évidemment causé aucun problème. Les transphobes inventent des dangers imaginaires en disant que c'est très dangereux et que des hommes vont s'en servir pour rentrer dans les toilettes des femmes, comme si les hommes avaient besoin d'un F sur leur carte d'identité pour rentrer dans les toilettes des femmes, et comme si les hommes allaient de toute façon mettre des F sur leur carte d'identité, avec toutes les discriminations auxquelles justement ça les exposerait. Il y a évidemment que des femmes trans qui ont envie d'avoir des F sur leur carte d'identité, et que des hommes trans qui ont envie d'avoir des M sur leur carte d'identité. Donc ces risques-là sont complètement imaginaires. Une deuxième revendication, souvent des assos trans, c'est la suppression simplement du genre sur la carte d'identité, comme c'est le cas en Belgique, voire simplement la suppression du genre à l'état civil, qui permettrait encore plus simplement de supprimer ces discriminations et le risque de devoir révéler qu'on est trans en montrant ses papiers. À ce jour, je pense que c'est important de le souligner, il n'y a pas, ou vraiment très très peu, d'associations qui demandent l'ajout d'un genre neutre plutôt que la suppression du genre à l'état civil. Vraiment, la revendication majoritaire, c'est la suppression du genre à l'état civil, pour une raison simple, qui est que demander à l'État de nouveaux moyens de catégoriser la population est rarement porteur de progrès. L'ajout d'un genre neutre ne facilite pas forcément la question, la vie des personnes trans, à part des personnes trans non binaires, et encore, très probablement ça exposerait à énormément de discrimination, ça exposerait au risque qu'on refuse à des femmes trans ou à des hommes trans la case homme ou femme, et qu'on les pousse dans la case neutre, qui devienne une case par défaut pour les personnes trans. Et ça, on le souhaite évidemment absolument pas. Autant la division, la binarité de genre dans le système patriarcal et la domination des hommes sur les femmes, et le système de genre dans lequel on vit aujourd'hui, et la manière dont fonctionne le patriarcat aujourd'hui. Mais on peut très bien imaginer un patriarcat qui fonctionne en 3 catégories, hommes, neutres et femmes, et qui soit tout autant oppressif et en faveur des hommes que l'est le patriarcat aujourd'hui. Et on ne souhaite pas remplacer une norme binaire par une norme ternaire aussi fermée que la précédente, et qui serait absolument pas forcément nécessairement porteuse de progrès. Ce qu'on souhaite, c'est détruire les catégories administratives de genre, afin que chacun puisse vivre le genre comme il l'entend, en s'exprimant et en se genrant comme il ou elle le souhaite. C'est très important de prendre la transidentité en compte dans l'écriture de la loi, au-delà de la question simplement de l'état civil, qui est vraiment la question centrale. Aujourd'hui, l'intégralité de la loi en France est écrite comme si les catégories hommes et femmes étaient complètement immuables, alors même qu'on a le droit de changer de sexe à l'état civil beaucoup plus facilement qu'avant, en tout cas depuis 2016, même si c'est toujours judiciarisé. La PMA n'est pas accessible aux hommes trans. Les débats récents qui ont ouvert la PMA aux femmes en couple homosexuel ne l'ont pas ouvert aux hommes trans, quand bien même beaucoup ont un utérus qui leur permettrait
d'avoir des enfants et d'accéder à un PMA, à une PMA. La loi PMA considère qu'un couple de femmes a forcément besoin d'un donneur, alors qu'un couple de femmes, d'un donneur de spermatozoïdes, alors qu'un couple de femmes, ça peut être une femme trans et une femme cis, et donc il peut y avoir à la fois des ovules et des spermatozoïdes présents dans le couple sans avoir forcément besoin d'un donneur. Autre exemple, hors de la loi PMA, les numéros de sécu qui ont été pensés pour ne pas changer de la vie. Alors aujourd'hui, l'INSEE a un peu, donc l'INSEE qui délivre les numéros de sécu, a un peu mis en place des procédures pour gérer ça, mais pendant très longtemps, les personnes, par exemple, avaient des grosses difficultés à faire valoir leur droit à la retraite, tout simplement parce que leur numéro de sécu avait changé au cours de la vie et que ça n'était absolument pas prévu par l'administration. Autre exemple encore qui est pour le coup lié à la PMA, qui est le droit de l'affiliation, qui tient absolument pas compte du fait que les personnes peuvent changer de genre. Le droit de l'affiliation en France, donc qui est quand même relativement important, qui protège l'autorité parentale, la question de l'héritage, il est absolument pas adapté à la transidentité. Aujourd'hui, le seul moyen d'être la mère d'une enfant, c'est d'accoucher. Alors que si vous êtes une femme trans, vous pouvez être en couple avec une autre femme qui accouche. Mais comme vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire ce que fait un homme, c'est-à-dire aller à la mairie et reconnaître un enfant. Ça, seul un homme peut le faire. Et à l'inverse, si vous êtes un homme et que vous accouchez, vous êtes dans une situation là aussi juridiquement compliquée, puisque la seule manière pour un homme de devenir papa légalement, c'est soit d'être marié à une femme qui accouche, soit de reconnaître l'enfant d'une femme qui accouche. Or, en fait, des hommes peuvent accoucher, des femmes peuvent être mères biologiques sans que ce soit elles qui accouchent, et ça n'est absolument pas pris en compte dans la loi. Et donc, ce qu'il faudrait à terme, c'est dégenrer toute la question des droits reproductifs pour qu'ils ne soient pas liés au sexe assigné à la naissance ou au sexe à l'état civil, et plus généralement dégenrer l'ensemble des lois qui, comme ça, donnent des droits, et notamment en particulier des droits liés à la santé, et qui font des hypothèses sur ce que sont les corps des gens, alors qu'ils sont souvent bien plus compliqués que ça. Je pense aussi aux personnes intersexes qui sont forcément trans, peuvent se retrouver dans des situations où elles pourraient avoir accès médicalement à des PMA, et la loi le leur interdit. Fun fact, un petit peu quand même, la PMA n'est pas accessible aux hommes trans, mais elle est accessible aux lesbiennes depuis pas longtemps. Mais même avant la loi qui l'ouvrait aux lesbiennes, elle n'a pas été toujours interdite aux lesbiennes. C'est-à-dire que la PMA au début en France, ça n'était tout simplement pas encadré par la loi, et donc c'était accessible à tout le monde. Et donc on a eu en France des PMA de lesbiennes au tout début de la PMA, avant que la loi vienne l'interdire et ne l'ouvrir qu'aux couples hétérosexuels jusqu'à encore récemment. Voilà, j'arrive au bout de la présentation. Conclusion à gros traits, la loi, l'état civil, l'administration ne sont pas adaptés aux personnes trans, les exposent artificiellement à des violences qu'elles pourraient éviter en leur facilitant la vie, en leur permettant d'avoir des papiers qui correspondent à leur genre, ou simplement de ne pas et à leur identité aussi. On n'a pas parlé du changement de prénom qui sont un peu plus simples, mais qui pourraient être encore simplifiés. Les soins qui sont chers, difficiles d'accès, laissent peu de place aux décisions des personnes trans elles-mêmes, et souvent accroît les risques de précarité parce qu'ils sont très très chers. Voilà, la conséquence de ça, c'est des violences administratives, médicales qui sont régulières dans les parcours des personnes trans et qui viennent s'ajouter aux violences des proches, ou dans l'espace public, ou sur le marché du travail, ou dans l'accès au logement, qui sont déjà évidemment très très intenses et sur lesquels on peut agir en militant et en changeant les mentalités. Bon, on peut pas trop compter sur la loi et la police pour protéger les personnes trans des discriminations. Peu de personnes trans auraient le réflexe d'aller voir des policiers et de s'exposer à leurs moqueries, à des risques de moquerie. On a peu de témoignages de bonne prise en charge de personnes trans par la police.
Mais voilà, tout ça entraîne une exposition accrue aux discriminations, des trajectoires de précarisation, et la loi et l'État ont une grande responsabilité là-dedans. Et c'est pour ça qu'on peut parler de transphobie d'État avec vraiment encore des lois qui aujourd'hui discriminent volontairement les personnes trans, tout autant que des lois qui prétendent les protéger. Donc voilà, c'est encore énormément de combats pour les prochaines années. Les associations de personnes trans mènent un plaidoyer très souvent quotidien auprès de l'État, auprès du gouvernement, mais il y a peu de choses qui bougent. Et en tout cas, il n'y a rien qui n'a bougé. Et il n'y a eu aucun nouveau droit en France pour les personnes trans depuis 2016. Et la facilitation du changement d'état civil, et encore quand je dis facilitation, c'est toujours judiciarisé. On partait quand même de très loin avant, puisque les personnes trans, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, étaient obligées d'être stérilisées pour avoir le droit de changer de sexe à l'état civil. Donc aujourd'hui, on a toute une génération de personnes trans un peu plus âgées que moi qui peut-être en réalité ne voulaient pas d'opération, mais qui pour pouvoir changer de sexe à l'état civil sont passées par une opération stérilisante parce que c'était une condition pour avoir ce droit-là. Et peut-être qu'un jour, il faudra aussi demander réparation pour toutes ces personnes-là. Voilà, je vous laisse poser vos questions. J'imagine que vous en avez peut-être quelques-unes maintenant que j'ai fini qui émergent et donc que vous attendiez de poser à Rachel. Enfin, vous attendiez la fin pour être sûr que je n'allais pas y répondre avant de les poser à Rachel. On va prendre voilà une vingtaine de minutes pour répondre aux questions. Si vous en avez moins, et ben, on finira plus tôt. Première question, les hommes trans ne sont pas reconnus comme pères de leurs enfants lorsqu'ils accouchent. La loi ne dit pas comment les hommes trans peuvent être reconnus comme pères lorsqu'ils accouchent. De fait, les hommes trans qui ont accouché en France depuis la loi de 2016, il n'y en a pas eu beaucoup de toute façon, ont tous dû s'entourer d'un avocat pour aller s'arranger avec le procureur, avec le parquet, pour voir comment faire pour écrire l'acte d'état civil, l'acte de naissance de l'enfant. Ça s'est souvent bien passé, mais comme de toute façon, c'est même pas passé par des procès, il n'y a même pas de jurisprudence, donc c'est toujours quand même une grosse incertitude juridique pour les hommes trans qui accouchent aujourd'hui en France. Et globalement, c'est quasi de toute façon obligatoire de passer par le milieu associatif pour s'échanger les tips, quel parquet euh, quel parquet est plutôt favorable, avec quel parquet jamais personne n'a encore essayé. Les parquets, c'est les différentes juridictions dans les différentes régions. Voilà, tel procureur, il est sympa, tel procureur, c'est plus compliqué, tel procureur, c'est déjà le troisième acte de naissance dans cette situation, donc il a l'habitude, etc., etc. Mais la loi n'encadre rien et donc ne garantit rien, et donc il y a une énorme incertitude juridique. Pourquoi devait-il se faire stériliser et quelle était la justification bancale de la loi? Honnêtement, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis même pas certaine que c'était dans la loi. C'était en tout cas la pratique juridique et la jurisprudence. On considérait, justement, on ne voulait pas, en fait, d'hommes qui accouchent et de femmes qui puissent avoir des enfants biologiquement. Donc, on considérait que une opération génitale et donc une stérilisation était la seule garantie que les personnes trans voulaient réellement transitionner et étaient sûres de leur choix. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas qu'il y ait des personnes trans qui ne veulent pas forcément faire une opération génitale. On pensait de manière très, très psychiatrisante que les vraies personnes trans, les seules vraies personnes trans, étaient celles qui voulaient une chirurgie de réassignation génitale.
Et par conséquent, du coup, on les oblige à être stérilisés, alors qu'il y a plein de raisons pour lesquelles des personnes trans peuvent ne pas souhaiter de chirurgie de réassignation génitale. Ce qu'on a entre les jambes est finalement assez peu important pour le genre dans lequel on vit au quotidien. On peut très bien être une femme dans la vie de tous les jours et pour tout son entourage en n'ayant pas de vagin entre les jambes. Et on peut très bien être un homme en ayant toujours un utérus. Ça n'est absolument pas un problème au quotidien. Est-ce que certains soins sont disponibles pour des personnes non binaires qui le souhaitent ou faut-il toujours justifier une volonté de faire une transition binaire? Alors évidemment, la non-binarité dans le cadre de la SOFECT et des équipes hospitalières, c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable. Mais aujourd'hui, il est possible de trouver des médecins un peu plus ouverts, notamment en parcours libéraux, qui peuvent accompagner par exemple une transition hormonale pour des personnes non binaires. Après, il est aussi possible de toute façon de pas dire la vérité à son médecin, et c'est de toute façon ce qu'ont appris depuis longtemps à faire les personnes trans, à force qu'on les évalue psychologiquement, qu'on teste si elles sont réellement trans, etc. C'est un peu à dire ce qu'on attend d'elles pour accéder aux soins dont elles ont besoin, qui transforme un peu tout ça en jeu de dupes entre les médecins et les personnes trans, et détruit en réalité tout accompagnement psychologique qui pourrait être sincère si les médecins n'utilisaient pas ce que peuvent dire les personnes trans dans des discussions avec eux contre elles et contre et pour les empêcher d'accéder aux soins qu'elles souhaitent. Si ton médecin ne veut pas te donner d'hormones parce que tu es non-binaire, dis-lui que tu veux faire une transition binaire et puis ensuite dose tes propres hormones toi-même si tu penses qu'il t'en a donné trop. C'est très important d'avoir en tête, enfin je le redis, c'est vraiment très important que les personnes trans soient en maîtrise de leur parcours de transition, qu'elles ne fassent rien qu'elles n'ont pas envie de faire et qu'elles puissent faire ce qu'elles aient envie de faire. Mais bon, voilà, aujourd'hui, normalement, il devrait être possible de trouver des médecins qui peuvent accompagner des transitions non binaires. Comment font les femmes trans à l'âge de la ménopause? Elles continuent à prendre leurs hormones jusqu'à la fin de leur vie ou elles arrêtent à un moment? Je suis pas encore expert de la question, mais de ce que je sais, beaucoup de femmes trans à l'âge de la ménopause arrêtent les traitements hormonaux, effectivement, Euh, pour ou les continuent pendant la durée pendant laquelle des femmes cis ménopausées auraient éventuellement pris des THS. Mais effectivement, prendre des traitements hormonaux bien au-delà de l'âge de la ménopause, ça peut exposer aussi bien pour les femmes cis que pour les femmes trans à des risques accrus de cancer notamment. Donc, c'est des choses qui sont discutées avec les médecins, hein. Mais c'est effectivement pas toujours le cas que les femmes trans prennent des hormones jusqu'à la fin de leur vie. Ou alors simplement elles vont réduire les doses, des choses comme ça. Après, il faut bien avoir conscience que le corps peut à nouveau reproduire d'autres hormones si notamment il n'y a pas eu d'opération génitale. Donc, donc là aussi, c'est quelque chose qui peut rentrer en compte dans le fait qu'on continue de prendre des hormones ou pas. On n'a pas forcément beaucoup de recul sur les femmes trans âgées parce que on a eu très peu de suivi de cohorte hein, pendant très longtemps, très peu d'études sur la question. Et puis aussi que l'espérance de vie des femmes trans pendant longtemps a été quand même largement plus basse que la moyenne de la population. Je ne sais pas ce qu'elle est aujourd'hui. On avait à un moment des chiffres sur l'espérance de vie mondiale des femmes trans au début des années 2000 qui tournaient autour de 36 ans. Donc très très faible. Évidemment, en France, c'est beaucoup plus élevé, je vous rassure. Je compte bien vivre jusqu'à 90 ans pour ma part. Sur les enfants, je n'ai pas bien compris s'il y avait des traitements pour les enfants trans. Les seuls traitements médicaux pour les enfants trans, je le répète, c'est les bloqueurs de puberté.
C'est donc des traitements qui sont complètement réversibles et qui vont permettre de retarder une puberté afin que des jeunes filles trans ne subissent pas une puberté masculine qu'elles ne souhaitent pas, que des jeunes hommes trans ne subissent pas une puberté féminine avec des seins qui poussent qu'ils ne souhaitent pas et qui vont nécessiter du coup derrière beaucoup plus de soins si cette puberté est subie alors qu'ils ne la souhaitent pas, et donc leur permettre voilà, simplement de retarder cette puberté pour éventuellement, une fois qu'ils sont plus en âge de décider, entamer d'autres soins, par exemple là des hormones, des œstrogènes ou de la testostérone pour des jeunes hommes trans. Mais voilà, les bloqueurs de puberté, par contre, c'est des trucs qui sont, donc les soins qu'on donne aux enfants trans, qui sont entièrement réversibles. Si la personne finalement décide de ne pas transitionner, on arrête les bloqueurs de puberté et il y a sa puberté qui se serait faite autrement, qui se fait tout naturellement. Quels sont les pays les plus en avance sur ces sujets? J'ai pas une liste en tête. Dans beaucoup de pays, ça va varier énormément selon les régions, selon les villes. Aux États-Unis, ça varie énormément selon les États. Sur la loi, l'Argentine, par exemple, est un pays qui est particulièrement en avance avec une loi très favorable sur le changement d'état civil depuis déjà très longtemps. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia. Je crois que vous avez quelques articles sur le changement d'état civil en Argentine. Mais encore une fois, il peut y avoir une grosse différence entre l'encadrement juridique sur les questions administratives, par exemple, et l'accès aux soins. En France, on a toujours une judiciarisation forte du changement d'état civil. On a un accès aux soins qui n'est pas incroyable. Il y a des pays où on a un bien meilleur accès aux soins, mais par exemple un changement d'état civil plus compliqué et inversement, quoi.